Trump avait déclaré il y a quelques semaines qu'il n'assisterait pas à ce sommet du G20, qu'il enverrait J.D. Vance, le vice-président, à sa place, pour la raison simple qu'il accuse le gouvernement sud-africain de génocide contre les fermiers blancs. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité sur Omerta. Aujourd'hui, je reçois Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Elie. Alors Régis, le président finlandais Alexander Stubb a annoncé une possible rencontre entre Trump et Poutine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors oui, cette annonce a été faite hier lors d'une interview qui a surpris un peu tout le monde parce que le président finlandais fait partie au niveau de l'Europe on va dire, des jusqu'au-boutistes de la cause ukrainienne. Donc, il n'est pas franchement pour la solution négociée, mais plus sur l'idée de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Et donc, s'il annonce cette rencontre, alors il faut voir que cette rencontre pourrait avoir lieu dans des conditions un peu particulières, ça se ferait en marge du sommet du G20 qui a lieu à la fin du mois de novembre, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, c'est surprenant, comme d'abord, donc je le disais, de la part du président finlandais. Ensuite, c'est surprenant parce que, d'abord, Trump avait déclaré, il y a quelques semaines, qu'il n'assisterait pas à ce sommet du G20, qu'il enverrait J.D. Vance, le vice-président, à sa place, pour la raison simple qu'il accuse le gouvernement sud-africain de génocide contre les fermiers blancs. D'ailleurs, il a accueilli certaines familles de fermiers blancs menacés aux États-Unis. Il leur a offert l'asile. Et donc, il est sur cette ligne que, pour lui, le gouvernement sud-africain est un pays hostile. Donc, lui avait dit « je ne me déplacerai pas ». De façon intéressante, le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, avait également dit que Poutine ne se rendrait pas à ce sommet, mais que la Russie serait représentée. Alors, est-ce que l'idée qu'en marge de ce sommet, il puisse y avoir une rencontre entre Poutine et Trump les a fait changer d'avis? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, il y avait eu l'évocation d'une rencontre à Budapest, une sorte de grand sommet sur lesquels des choses allaient se décider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux ne veulent pas, en fait, renouveler l'échec de Anchorage. Anchorage avait été annoncé de façon tonitruante, dérouler le tapis rouge à Poutine sur le sol américain. Il y avait eu des symboles comme ça très très forts. Les deux hommes avaient convoyé dans la limousine de Trump, The Beast, on s'en souvient, mais au final, la montagne avait accouché d'une souris parce que, à part des déclarations de bonnes intentions réciproques, rien de concret, surtout sur la guerre en Ukraine, n'était sorti de ce sommet. On avait plus avancé sur l'aspect économique, financier, on va dire, et de possibles deals de pétrole, de réouverture de forages en Russie, que sur la question d'un gel du front, d'une cession de territoire, ou encore d'un accord global, ou du début d'une négociation pour la guerre en Ukraine. Et ça, c'est pas possible que ça se reproduise à nouveau. Donc, quand l'idée a été émise par Donald Trump de créer une nouvelle rencontre à Budapest. Au départ, les Russes y ont vu un intérêt, et puis finalement, les deux parties, assez rapidement, se sont dit « Non, on ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas prêt à négocier. » Et surtout, ça veut dire quoi? Traduisez, Poutine n'est pas prêt à arrêter sa guerre en Ukraine. Voilà. Et justement, lors de ce sommet, s'il a lieu, quels vont être les objectifs des Américains d'une part et des Russes de l'autre? Alors, il faut voir qu'un sommet pareil, un G20, une rencontre entre Poutine et Donald Trump aura moins d'importance, c'est-à-dire qu'elle peut être
ça peut être une rencontre bilatérale en marge du sommet, comme ça se fait fréquemment. Ça met moins de pression sur les enjeux, mais ça permet peut-être d'avancer dans la négociation, parce que c'est toujours mieux de se voir face à face que de savoir au téléphone ou que de parler par des intermédiaires, même si les propos sont rapportés très précisément. Donc l'idée de la diplomatie effectuée personnellement face à face, ça c'est quelque chose qui sied à la fois à Poutine et à Trump, et donc ça pourrait faire avancer certaines choses. En tout cas, au vu de la situation aujourd'hui, on est quand même dans une... Il paraît assez improbable qu'à la fin du mois de novembre, une discussion entre Trump et Poutine puisse aboutir à une négociation et à une fin de la guerre. Il y a la question du front, avec une évolution assez significative. Je vais y revenir dans un instant, mais avant, posons très bien le tableau, le plus exactement possible. Ce changement est lié à une activité donc, militaire accrue des Russes sur le front, avec des avancées significatives, mais surtout au fait qu'elle elle se fait dans un contexte où les Américains ont pris une position attentiste sur la guerre en Ukraine. Ils continuent à refuser à Volodymyr Zelensky ses Tomahawk. Lui, il réclame ses missiles capables de frapper, d'envoyer plusieurs milliers de tonnes d'explosifs à plus de 2500 km de distance, donc qui permettrait efficacement peut-être de frapper par exemple les centres de production de drones russes qui sont assez éloignés de l'Ukraine, et donc peut-être redonnerait un avantage aux Ukrainiens par rapport aux Russes qui ont des armements, on l'a vu, redoutables. Ils viennent de mettre en service un missile d'une portée de 14 000 km à propulsion nucléaire, inégalée dans n'importe quel arsenal, y compris l'arsenal américain. Donc actuellement, les Russes montrent leur force, ils montrent leur force sur le terrain, et les Américains prennent la position sur le siège arrière pour la guerre en Ukraine, en laissant les Européens, on va dire, en avant avec les Ukrainiens, en fournissant le matériel, en se le faisant acheter par les Européens, ça c'est leur position. Et comme l'a dit J.D. Vance, c'est intéressant de décrypter, il y a ce que dit Trump et il y a ce que dit J.D. Vance, qui est peut-être une position moins impulsive et plus raisonnée et qui donne plus de profondeur et plus d'exactitude peut-être sur où en sont les Américains aujourd'hui. Et là, les Américains disent en fait que le meilleur gagne, quelque part. Ils savent pertinemment que pour eux, l'Ukraine n'est pas capable de gagner. Ils sont prêts à l'aider, mais en fait, laissons Poutine, en gros, grignoter autant qu'il veut. Peut-être que ça va le décider à arrêter la guerre à un moment. C'est un peu, on va dire, la philosophie. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, mais ce qui aurait pu faire changer justement d'avis Trump et Poutine sur le sommet de Johannesburg, c'est le fait que d'avoir une discussion en marge du sommet est de moindre importance qu'un sommet bilatéral convoqué dans un pays comme la Hongrie, dans une capitale comme Budapest, avec le symbole que la Hongrie représente, notamment au regard de l'Union européenne. Un tel sommet ne pouvait pas déboucher sur rien. Et là, comme ils n'ont rien à proposer, ils préfèrent échanger peut-être en marge d'un sommet du G20. Est-ce que justement on n'est pas à l'abri d'un retournement de position de Trump vis-à-vis de cette guerre en Ukraine? Non, en fait, quand on analyse les retournements de Trump, ils n'ont jamais été, on va dire, significatifs du point de vue du soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire que assez rapidement, les changements de Trump sont venus sur des coups d'impulsivité. De même, par exemple, que Poutine donc, annonce, il est en uniforme militaire camouflé, et il annonce que les essais de ce fameux missile dont je viens de parler, qui s'appelle Oiseau de la tempête, je ne me souviens plus du mot en russe, et cet Oiseau de la tempête donc, a parcouru 14 000 kilomètres. Il est propulsé par un moteur nucléaire. Poutine annonce ça. Immédiatement, le mot nucléaire fait surface. Et Trump explique qu'on va recommencer les essais nucléaires. Alors depuis, le département de la Défense a expliqué que les essais nucléaires, il ne s'agit pas de faire exploser une bombe atomique.
ce qui n'était pas tout à fait sûr dans la façon dont Trump en parlait. Et Trump explique on va faire ça parce que les Chinois et les Russes font des tests nucléaires eux aussi. Voilà, donc tout à coup, il y a le mot nucléaire, et chez Trump, ça déclenche quelque chose, et il faut qu'il réponde pour montrer que l'Amérique est encore là, pour montrer qu'il faut compter sur l'Amérique. Et parfois, ça se produit dans le cadre de l'Ukraine, avec un massacre, un missile russe qui tue des gens. Ça, Donald Trump ne le supporte pas, et immédiatement, il va sembler pencher du côté de l'Ukraine. En réalité, il n'est pas du tout du côté de l'Ukraine. Il veut se débarrasser de cette guerre, surtout ne pas en avoir à assumer l'héritage. Ça, c'est vraiment très important pour lui. C'est pour ça qu'il joue une carte, on va dire, plus pro-russe en général, parce qu'il revient systématiquement du côté de Poutine. Et je suis prêt à parier que peut-être ça prendra 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, mais il y aura un moment où Donald Trump va réamorcer le dialogue avec Poutine, à mesure peut-être que l'armée russe progresse sur le front en Ukraine, puisque c'est ce qui est en train de se produire en ce moment. Et ce vide diplomatique laissé par Trump, est-ce qu'il est pris par les Européens ? Disons que les Européens ont du mal à s'accorder, c'est assez chaotique leur démarche. Sur la question, par exemple, de la protection de l'Europe, je prends juste un exemple. Ursula von der Leyen a proposé de fabriquer un mur anti-drone pour empêcher les incursions de drones russes sur le territoire de l'Union européenne. Immédiatement, le chef d'état-major français, des armées français, Fabien Mandon, explique qu'il n'est pas pour cette perspective, que ça mettra trop de temps, qu'il faut avoir une autre approche, etc. etc. Donc on remarque sur une simple problématique de défense de l'Europe contre les drones, personne n'est vraiment d'accord. Sur l'envoi des troupes en Ukraine, qui semble obséder littéralement Emmanuel Macron, quasiment personne ne le suit en Europe, hein, surtout pas les Allemands, encore moins les Italiens et même les Croates qui ont pris la parole pour expliquer qu'ils n'enverraient jamais de troupes en Ukraine. Les Polonais l'ont dit aussi. Donc, si vous voulez, toute cette cacophonie, ce qui est certain, c'est qu'il y aura achat de matériel américain, ça c'est signé par l'Europe pour l'Ukraine. Ces livraisons auront lieu, donc l'Ukraine va continuer à recevoir de l'armement. Maintenant, la défense de l'Ukraine au niveau des alliés, quand il y avait l'Amérique, c'était organisé. Aujourd'hui, c'est un petit peu à veau de l'eau. Il y a la coalition des volontaires, mais à part se réunir, on ne voit pas très bien la transformation sur le front. Et de façon significative, ça ne va pas inventer des troupes pour l'Ukraine, puisque le gros problème majeur dont souffre l'Ukraine en ce moment, c'est cette pénurie de troupes, cette économie des hommes qu'elle doit absolument faire, et qui malheureusement, pour montrer qu'elle tient le front, eh bien on a vu l'Ukraine, en tout cas ses dirigeants, envoyer des forces spéciales en plein territoire russe, se faire dégommer par des drones, pour un résultat, simplement pour dire on fait quelque chose et on essaye, on tente d'empêcher Pokrovsk de tomber, puisque c'est la ville critique en ce moment, avec Kupiansk également. Donc en fait, pour des histoires de communication, on sacrifie des hommes, des troupes qui sont peut-être les meilleures. Donc l'Ukraine n'a pas de réserve, l'Ukraine est à la peine pour trouver des troupes, et donc il est clair que ce problème ne va pas se résoudre, et au contraire, il risque de s'aggraver dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Et justement, quelle place a l'Ukraine dans ces négociations ? L'Ukraine je dirais, c'est elle qui est l'objet principal de toutes les attentions. Sauf que l'important aujourd'hui pour Zelensky, c'est que les Américains ne partent pas complètement, qu'il n'y ait pas un désintérêt. On est parti de loin. Souvenez-vous, le 28 février dernier, l'humiliation de Zelensky devant les caméras à la Maison-Blanche par Trump et par J.D. Vance. On n'a pas oublié ce moment-là, ce moment où Trump lui dit « vous n'avez aucune carte ». Zelensky n'a toujours aucune carte, mais disons qu'il a réussi quand même à revenir dans le jeu. Et l'idée pour lui, c'est de se maintenir et de traverser l'hiver, où le tempo opérationnel va probablement décroître quelque peu, de façon peut-être
à imaginer une contre-offensive au printemps. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, essayer au maximum de conserver le front tel qu'il est, en sachant qu'aujourd'hui, la perte de Pokrovsk et la perte de Kupiansk posera de toute façon un problème aux Ukrainiens parce que ça facilitera les Russes pour aller attaquer d'autres places fortes que sont Sloviansk et Kramatorsk en particulier. Et il reste encore des villes dans le Donbass, il reste à peu près 20% du Donbass qui est sous contrôle ukrainien. Voilà, ça va être difficile, mais l'espoir des Ukrainiens, c'est de passer l'hiver et que le front ne craque pas. Voilà. Bien, merci beaucoup Régis. Merci Elie. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.